1988, la Russie enterre un héros. C'était une légende au sein du KGB, mais il n'était pas russe. The Soviet Union has buried the spy Kim Philby with full military honors. Philby, the man the Soviets call a hero and Britain calls a traitor. Kim Philby appartenait au réseau d'espionnage le plus tristement célèbre de l'histoire britannique. Si les espions de Cambridge avaient été les héros d'une œuvre de fiction, on n'y aurait jamais cru. De jeunes hommes, dotés dès leur naissance de tous les privilèges de leur classe, qui s'infiltrèrent jusqu'au cœur de l'establishment britannique. Être un membre de ce monde-là, de la haute société, c'était la meilleure façon de ne pas se faire repérer. Et qui trahirent les plus grands secrets de leur patrie. Il a vu les plans pour le jour du débarquement, il a vu le déchiffrage de la machine Enigma. Les infos de McLean ont donné aux Russes la bombe atomique avec 2 ans d'avance. Les espions de Cambridge ont trompé leur entourage. C'est l'histoire d'une trahison extrêmement personnelle. Et ont couvert de honte les services de renseignement britanniques. Were you in fact the third man? No, I was not. I went abroad as a tourist. Tous les indices étaient là, et les Britanniques ont ignoré les faits. Un vrai scandale. I feel that I haven't betrayed my conscience. Il n'y a pas un seul de ces espions de Cambridge qui ait été confronté à la justice. C'est absolument effarant. Voici la véritable histoire de l'une des pires trahisons de toute l'histoire du Royaume-Uni. Ils ont été responsables du meurtre d'un nombre incalculable de personnes, des traîtres dans leur propre pays. L'université de Cambridge était un monde d'élitisme, un monde de privilèges. Dans les années 1930, Cambridge a moins d'importance par les connaissances qu'on y acquiert que par les relations qu'on y acquiert. Allow me to introduce you to Cambridge crews. This is David Haig Thomas from Eton, Harold Rickett, rowing 2, Eton. C'étaient de jeunes hommes privilégiés, de milieux favorisés. On attendait d'eux qu'ils prennent un jour les rênes du pouvoir. En 1929, un étudiant de 17 ans arrive à Cambridge. Son nom, Harold Philby, mais c'est par son surnom que ses proches le connaissent, Kim. Kim Philby est né en Inde, qui faisait alors partie de l'Empire britannique. Il est né au sein même de l'établissement. Son père, St. John Philby, est un explorateur qui s'est converti à l'islam. St. John tient tout de même à donner à son fils tout ce que l'Angleterre a de mieux à lui offrir. Kim Philby a bénéficié d'une jeunesse dorée. De la vie générale, c'était un bel homme. Il était très attirant pour le sexe opposé. Il avait tout d'un étudiant normal. Rien ne laissait croire qu'il allait devenir espion et traître à la nation. Mais quelque chose couvait en lui. Le fascisme était en marche en Europe. Philby le savait. Tous les étudiants le savaient. Alors que la décennie des années 30 se poursuit, Philby juge que le Royaume-Uni sous-estime la menace nazie. Il n'existe selon lui qu'une façon de se dresser face à Hitler. En Russie, le communisme continuait son ascension. Le communisme luttait contre les idées de l'Allemagne nazie. Le communisme semblait être le moyen le plus sensé, voire le seul moyen de se défendre contre le fascisme. Le communisme promet également d'abolir les privilèges et de libérer les classes ouvrières. Parmi les intellectuels de Cambridge comme Philby, la fièvre communiste commence à se propager. Quand Philby se rallie aux idées communistes, il s'investit de toute son âme.
Il le fait discrètement, sans prosélytisme, mais il s'y convertit totalement. En 1934, une agente des services secrets communistes à Londres invite Philby à prendre le thé. Elle lui demande s'il tient à soutenir leur cause. Il répond oui, sans hésitation. À Regent's Park, Philby se voit présenter à un homme du nom d'Otto. Otto n'était pas son vrai nom. Il s'appelait en réalité Arnold Deutsch. C'était le patron du recrutement pour les services de renseignement soviétiques. Il était à la recherche d'hommes et de femmes, en particulier de jeunes gens, qui seraient prêts à espionner leur propre pays pour le compte des services secrets soviétiques. Je m'appelle Michael Petrovitch Lyubimov. Je suis un ancien agent du KGB. Le projet, c'était d'obtenir de bonnes sources d'informations au sein de la haute société britannique. Arnold Deutsch était un homme intelligent. Et il avait compris que les services de renseignement devaient développer une vision à long terme. Il a décidé de transformer ce cercle étudiant en un vivier de futurs agents des renseignements soviétiques. Si vous faisiez vos études à Cambridge, c'était un passeport pour les hautes sphères du pouvoir. Et Moscou l'avait bien compris. Kim Philby saute sur l'opportunité de devenir un espion au service de la Russie. On lui donne un nom de code, Sonny. Otto demande à Philby si, parmi ses camarades de Cambridge, certains feraient de bons espions. On a demandé à Kim Philby de dresser une liste de futurs recrues potentiels. En haut de la liste, Donald McLean. Donald McLean est un étudiant brillant et passionné. Son père, Sir Donald McLean, a été ministre au sein du gouvernement national. Mais Donald fils n'a pas de temps à consacrer à la classe dirigeante. McLean avait une foi indéfectible dans le communisme. Une foi un peu moralisatrice, dirait-on aujourd'hui. Il était en tout cas porté par ses croyances politiques. McLean était en quelque sorte le plus discret des espions de Cambridge. C'était aussi le plus investi. Philby a été ahuri de la vitesse à laquelle McLean a accepté cette proposition et saisi l'opportunité. McLean devient le deuxième espion de Cambridge. Son nom de code, Orphan, c'est-à-dire orphelin. Mais si McLean est le premier nom donné par Philby, quelqu'un de très différent se trouve en bas de la liste. Guy Burgess est arrivé un jour à Cambridge et il a fait sensation. Tout le monde le trouvait plein d'énergie, de vie et aussi très intelligent. Mais il était également très doué pour s'attirer des problèmes et il buvait énormément. C'était un être dissolu, un véritable alcoolique, mais plein de charme et très intéressant. Une canaille, mais une adorable canaille. Il était homosexuel et, contrairement aux gens de sa génération, il n'en ressentait aucune gêne ou culpabilité, alors que l'homosexualité était illégale. Burgess est en réalité devenu espion par accident. Il avait découvert que Kim Philby et Donald McLean avaient été recrutés et il a dit « je veux en être ». Pour l'empêcher de parler, ils ont dû l'inclure dans le cercle. Avoir Guy Burgess dans leur équipe, c'était une bombe à retardement, parce que ce n'était pas quelqu'un de très fiable. Il avait un vrai côté déjanté. La bombe à retardement est désormais un espion au service de la Russie. Son nom de code, Girl. La prochaine recrue de Cambridge sera une recommandation de sa part. Anthony Blunt venait d'une famille de l'Église d'Angleterre.
Son père était vicaire. Blunt aussi était homosexuel. Il ressentait un profond sentiment de culpabilité et un grand malaise du fait de sa sexualité. Mais Burgess l'a encouragé à s'affranchir de cette honte-là et ça a été très libérateur pour lui. Burgess a dit à Blunt, grosso modo, « Le communisme, c'est l'avenir, il faut aider la Russie. Et tu dois le faire avec nous. T'es une baltringue si tu dis non. » En 1937, Blunt devient le 4e espion de Cambridge. Son nom de code sera moins imaginatif, Tony. Moscou demande désormais aux espions de faire semblant d'avoir abandonné la doctrine communiste. Le projet soviétique, c'était que ces 4 jeunes hommes soient des agents dormants. Un agent dormant ou en sommeil, c'est un agent provisoirement inactif qui servira plus tard. L'idée, c'était que ces espions réussissent petit à petit à se faire une place au sein de l'establishment britannique, au Bureau des Affaires étrangères, au MI6 ou MI5. Les Soviétiques voulaient étendre leur réseau jusque dans chaque institution de la classe dirigeante britannique. 1940, la Seconde Guerre mondiale s'étend à toute l'Europe. Le combat à mener contre Hitler est un immense défi pour le Royaume-Uni. Les renseignements britanniques sont à la recherche de nouvelles recrues. Kim Philby y voit une occasion unique d'accéder aux secrets les mieux gardés de l'Empire britannique. Philby avait la meilleure carte de visite possible. Le directeur adjoint du MI6 a dit « Philby est quelqu'un de bien, je connais son père ». Le MI6 est le service de renseignement extérieur du Royaume-Uni. Kim Philby, qui a le bras long, est engagé comme agent de renseignement et commence à envoyer des informations secrètes à Moscou. Philby savait qu'il passait à peu de choses près, totalement inaperçu dans son rôle de traître, et il en a largement profité. Tandis que Philby exporte les secrets du MI6, Donald Maclean obtient un poste au Bureau des Affaires étrangères. Anthony Blunt est recruté par le MI5. Et Guy Burgess travaille quant à lui pour le Bureau des Affaires étrangères, le MI5 et le MI6. Les 4 camarades commencent leur mission au service de la Russie. Ils transféraient des piles énormes de documents, des valises même. À cette époque, les niveaux de sécurité en Grande-Bretagne étaient... Je ne saurais pas comment caractériser ça, sans insulter qui que ce soit. Charmant, très apprécié, Kim Philby gravit bientôt de nombreux échelons et décroche une énorme promotion. C'était du génie. Il s'est fait nommer chef de la section anticommuniste, la section 9. La personne à la tête des opérations anticommunistes du MI6 était un espion communiste. Les espions de Cambridge ont alors une bonne excuse pour leurs activités. Le Royaume-Uni et la Russie sont désormais alliés de guerre. Cependant, les secrets qu'ils font passer mettent en danger la vie des soldats envoyés au front. Anthony Blunt a vu les plans pour le jour du débarquement. Il a envoyé toutes les informations aux Russes. S'il y avait eu un espion nazi en Union soviétique qui avait intercepté ces informations-là, alors tout aurait échoué. Les Allemands auraient su où et quand les Britanniques et les Américains allaient débarquer. Un an plus tard, le combat mené contre Hitler touche à sa fin. Mais les dommages causés par les espions de Cambridge, eux, ne sont pas terminés. Au cours des 4 années qui vont suivre, le monde se divise en deux. Avec la guerre froide, tout a changé. La Russie est désormais un ennemi. C'est une guerre qui pourrait dégénérer et se transformer en guerre nucléaire.
Malgré leur attachement au communisme dans leur jeunesse, beaucoup de gens s'en sont éloignés. Et le petit groupe qu'on connaît fait partie du peu qui s'y sont accrochés. L'espionnage, c'est un peu comme une drogue. C'est très toxique. Une fois qu'on a goûté à ce monde-là, avec tous ses secrets, c'est difficile d'y renoncer. En 1949, un poste se libère, celui du représentant du MI6 aux États-Unis, également en charge de la communication entre les services secrets britanniques et la CIA. Le Royaume-Uni veut pour ce poste l'un de ses agents les plus fiables. Le choix se porte donc sur Kim Philby. C'est le poste le plus important après celui du directeur du MI6. Les Britanniques ont ainsi envoyé un espion russe être leur délégué auprès de leur allié le plus important à une période critique de la guerre froide. C'est phénoménal. « 1949, la guerre froide s'intensifie et l'espion communiste Kim Philby arrive dans la capitale américaine, prêt à voler ses secrets au gouvernement américain. Kim Philby avait beaucoup de succès. C'était un homme charmant, séduisant, débonnaire. Les gens l'aimaient beaucoup. Il avait cet accent très élégant de la haute société, son éducation reçue à Cambridge. Il avait toutes ses entrées à Washington. C'était incroyable. Il était amené à côtoyer de nombreuses personnes qui travaillaient à la CIA et au FBI. C'était un homme qui savait recevoir. Dans le milieu des renseignements, désinhiber quelqu'un en le faisant boire, c'est une façon très courante de procéder pour soutirer des informations. C'était brillamment exécuté. Il trompait, il séduisait et il extorquait les secrets du cœur même de la CIA. Mais les Dupree de Philby n'ont pas pour unique cadre d'insouciantes soirées cocktail. Très vite, les choses vont prendre une tournure mortelle. L'Europe de l'Est devient la nouvelle ligne de front de la guerre froide. En Albanie, les sympathisants communistes de Staline ont pris le pouvoir. Il y avait encore un espoir de revenir à la situation pré-communisme. Les services de renseignement américains et britanniques ont donc décidé conjointement d'essayer d'envoyer des commandos, des réfugiés albanais, dans leur propre pays, l'Albanie, afin d'affaiblir le régime. C'était le projet Valuable. Philby était extrêmement proche des décideurs du projet Valuable. Il a donc pu transmettre à Moscou toutes les infos de l'opération, jusque dans les moindres détails. Mon père s'appelait Adem Djoura. Il est né en Albanie. Mon père était un fervent anticommuniste. Un jour, il a reçu une information selon laquelle une mission était en cours de préparation pour libérer l'Albanie. Il a été chargé d'établir une liste d'hommes aptes au combat. Le 19 novembre 1950, les volontaires sont largués en Albanie. Ils ne savent pas que leur mission a fuité. Dès qu'ils ont posé le pied à terre, les échanges de coups de feu ont commencé. On leur tirait dessus de tous les côtés. Sur toute la zone, il y avait des militaires et des paramilitaires. Partout. Pour mon père, c'était évident. C'était un piège qui avait été soigneusement planifié. Il savait. C'est bien sûr Philby qui nous avait renseignés. On a arrêté et fusillé ces hommes. On ne pouvait pas faire preuve de... comment dire... La compassion n'avait pas sa place, vous comprenez? On était en guerre. Adem Djoura parvient à s'enfuir jusqu'en Yougoslavie. Mais les communistes s'en prennent à sa famille.
Ils ont fusillé le jeune cousin de mon père. Il n'avait que 22 ans. Et son beau-frère a été arrêté et passé à tabac. Et il a fini par mourir de ses blessures. Quand mon père a appris des années plus tard que c'était Philby qui était à l'origine de tout ça, ça a été un vrai coup de massue. Il en faisait des cauchemars. Il se réveillait en hurlant son nom. Le nom de Philby. Kim Philby a envoyé à la mort mon père et ses amis, en sachant très bien ce qu'il faisait. On ne peut pardonner ces choses-là. Philby dira plus tard, au sujet de sa trahison contre l'Albanie, « Je n'ai pas de regrets ». Pendant ce temps-là, un autre espion de Cambridge joue pour sa part avec la vie de millions d'hommes et de femmes. À Washington, l'ambassade du Royaume-Uni accueille un autre homme de haute volée. Donald Maclean a été promu premier secrétaire de l'ambassade britannique et l'on parle de lui comme du futur ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis. Mais il travaille encore avec plus de zèle pour la Russie. Les archives du KGB ont été brièvement ouvertes aux historiens soviétiques dans les années 90. Il y avait plus de 45 cartons appartenant à Maclean, plus de 14 000 documents. Des informations capitales qui avaient été transmises à Staline directement. Le camarade Staline préférait les documents écrits. Les informations rapportées par les services de renseignement, il n'aimait pas ça. Non, il voulait lire les documents papier. La plus grande trahison de Maclean est la plus dangereuse de toutes. President Truman's dramatic announcement that Russia has created an atomic explosion sends reporters racing for Flushing Meadow. On faisait tellement confiance à Maclean qu'on lui a donné les secrets de la bombe atomique. Il a donc été en mesure d'expliquer à Moscou que quand les Américains prétendaient avoir plus de 300 bombes, ils n'en avaient en fait que 20. Et ça a donné aux Russes la confiance nécessaire pour continuer à se développer le plus rapidement possible sur le plan nucléaire. Les infos de Maclean ont donné aux Russes la bombe atomique avec 2 ans d'avance. Maclean fait preuve d'une telle efficacité que les Russes lui donnent un nouveau nom de code, Homer. Mais les agents du contre-espionnage américain ont enfin découvert sa piste. Venona était un dispositif américain de décodage. Des agents russes recevaient des télégrammes en code et petit à petit, les Américains ont réussi à déchiffrer tout ça. Ils ont découvert qu'il y avait un citoyen britannique qui envoyait des messages à la Russie. C'était quelqu'un qui travaillait à l'ambassade du Royaume-Uni à Washington. Et le système Venona a réussi à savoir que son nom de code était Homer. Ce Homer retrouvait son responsable russe en effectuant des allers-retours réguliers à New York. Il avait apparemment une épouse qui attendait un enfant et à qui il allait rendre visite. Tous les indices désignaient un homme, Donald Maclean. Entre-temps, Maclean s'est vu confier un nouveau poste à Londres. Philby constate que le système Venona a identifié son compagnon de Cambridge. Mais il ne dispose d'aucun moyen sûr de l'avertir. Philby savait que si Maclean était arrêté par les Britanniques, Maclean pourrait révéler l'identité de Philby et aussi celle de Burgess. La découverte des activités de Maclean a été la première fissure dans l'édifice des espions de Cambridge. Tout pouvait s'écrouler à partir de là. Février 1951. Kim Philby n'a aucun moyen de prévenir Donald Maclean qu'il est sur le point de se faire prendre. La chance que Philby a eue, c'est qu'à ce moment-là, Guy Burgess a été envoyé aux États-Unis et qu'il a choisi de séjourner chez Philby.
Mais Burgess a eu un comportement aussi dissolu qu'à son habitude. Et il s'est fait arrêter pour excès de vitesse à 3 reprises en une journée. En gros, Burgess a été expulsé du territoire américain. Philby y voit une chance d'agir. Une fois revenu en Angleterre, Burgess pourra prévenir Maclean que le piège est sur le point de se refermer. À son retour, Burgess déjeune donc avec Maclean. Et c'est là qu'il dit à Maclean, « Il faut que tu t'en ailles très vite. » Le MI5 se prépare à convoquer Maclean pour un interrogatoire. Entre-temps, il est surveillé par des agents en civil. Ils le suivaient pendant la semaine, mais la surveillance s'arrêtait le week-end. Comment faire sortir Maclean du pays? Les ports sont surveillés et dès qu'il présente son passeport, la partie est finie. À ce moment-là, l'espion de Cambridge, Anthony Blunt, a quitté le MI5. C'est un historien de l'art très respecté. Mais lorsque Burgess le contacte, il échafaude un plan pour la fuite de leurs camarades. C'est Blunt qui a eu l'idée de profiter de ces ferries qui traversent la Manche le week-end et sur lesquels on n'a pas besoin de présenter son passeport. « 25 mai 1951. Au bureau des affaires étrangères, le diplomate Sir Roger Mackins tombe sur Donald Maclean. Cet homme-là, c'est mon grand-père, et c'était le supérieur de Maclean. Mon grand-père avait donc appris que Maclean était un espion, mais on lui a dit qu'il devait se comporter comme si de rien n'était. Maclean a demandé s'il pouvait prendre sa journée le lendemain, car sa sœur venait lui rendre visite. Et mon grand-père lui a répondu de passer le bonjour à sa sœur. Il ne s'est pas douté de quoi que ce soit. Quelques heures plus tard, Maclean roule à toute vitesse en direction de la côte. Burgess est avec lui. Ils ont vite quitté la maison de Maclean dans le Kent. Tout était très désorganisé. Ce n'était pas une mission d'exfiltration bien huilée de films d'espionnage. On avait là un certain amateurisme. Cette scène de fuite aurait plutôt relevé du cinéma burlesque. Ils ont abandonné la voiture sur les quais. Ils ont hurlé « Arrêtez le bateau !» et ils ont grimpé dessus à la dernière minute. Ils disparaissent dans l'obscurité et personne ne saura où ils sont passés. This is the BBC Home Service, and here is the news. The Foreign Secretary made his expected statement in Parliament today about the disappearance of the 2 Foreign Office officials, Mr. Maclean and Mr. Burgess. The security aspects of the case were being investigated, and it was not in the public interest to disclose them. Cette défection déclenche une véritable tempête au Royaume-Uni. Les médias ne parlent que de ça. 2 diplomates britanniques chevronnés qui plus est sont passés dans le camp adverse. C'est le chaos. De quoi ont l'air les services secrets britanniques? Ils font figure de passoire. Philby sait que le piège est maintenant en train de se refermer. Et rapidement, parce que Burgess avait officiellement séjourné chez lui à Washington quelques semaines à peine avant la fuite. Convaincu de la culpabilité de Philby, le directeur du FBI, John Edgar Hoover, homme aux méthodes controversées, donne son nom à la presse. Hoover s'est chargé de forcer la main des Britanniques. Il a dit « ça suffit ». Le scandale Burgess et Maclean contraint Philby à quitter le MI6. Il décide alors qu'il n'a plus rien à perdre. Mr. Harold Philby, on the right, holds a press conference to deny charges that he was involved in the disappearance of Burgess and Maclean. The Foreign Secretary has said that in the past you had had communist associations. Is that why you were asked to resign?
I was asked to resign because of an imprudent association. That was your association with Burgess? Correct. What about these alleged communist associations? Can you say anything about them? The last time I spoke to a communist, knowing him to be a communist, was sometime in 1934. On sent qu'il est troublé. Il y a quelque chose qui cloche. Il est mal à l'aise. Il donne l'impression de mentir. Il regarde de côté. Avec mon expérience dans les renseignements, je n'aurais pas cru ce que disait Philby. There was a third man. Were you in fact the third man? No, I was not. Il a donc convoqué la presse mondiale pour dire « Vous voyez, je ne suis clairement pas un espion. On passe à un autre niveau. Ça le rend célèbre. » Dans le miroir, Philby voyait un héros. Il se disait « Je suis en train de flouer tout le monde. Je suis le maître de l'univers. Parce que le plus grand espion de l'histoire mondiale, c'est moi. » Philby n'est pas le seul espion à se mettre à découvert. À Moscou, Burgess et McLean décident dans un premier temps de faire profil bas. Mais en 1959, Burgess finit par s'exprimer devant une équipe télé, expliquant pourquoi il est venu jusqu'en Russie. I went abroad as a tourist. I simply went as a tourist. I and my friend approached the Russians, said could we come in. They kept us waiting in Prague for some weeks, then agreed. C'est extraordinaire. Le sous-entendu étant « Pourquoi ne puis-je pas rentrer chez moi ?» Cette désinvolture est fabuleuse. La façon dont il ment. J'y suis allé en tant que touriste. I would rather like to go back to England for a month, but I will never do that unless I can be quite certain that I can get out of England and come back to Russia. This is where I want to live. Son pays, les liens sociaux, toute sa vie en Grande-Bretagne lui manquaient. Le KGB lui a donné un petit ami. Mais il continuait à boire beaucoup. Il aimait porter sa vieille cravate d'Eton College. Et il a mis en avant son identité et sa culture britannique comme une sorte d'antidote à la situation terrible dans laquelle il se trouvait. Il y avait une tristesse chez lui. Je pense qu'il s'est fait emporter malgré lui. Et ces images d'interview, ce sont les images d'un homme qui refuse de s'avouer à lui-même qu'il a commis une terrible erreur. Le 30 août 1963, Guy Burgess mourra d'une grave insuffisance hépatique. Il avait 52 ans. En Grande-Bretagne, Kim Philby est à la recherche d'un emploi. Certains de ses collègues du MI6 voient encore en lui une innocente victime. Nicholas Elliott était le plus vieil ami de Kim Philby. Les deux avaient fait leurs études à Cambridge, les deux étaient entrés au MI6 et ils avaient grimpé les échelons ensemble. Nicholas Elliott était tellement convaincu de l'innocence de Kim Philby qu'il a réembauché son ami au sein du MI6. Le MI6 décide de reprendre Philby. Et ce, malgré tout ce qui s'est passé. Tous les indices étaient là. Sur la trahison pour l'opération en Albanie, sur la fuite de Burgess et McLean. Le dénominateur commun de tous ces événements, c'était Kim Philby. Comment le contre-espionnage britannique a-t-il pu passer à côté de tout ça? Je pense qu'il y avait une volonté de fermer les yeux, pour être honnête. Le réseau d'anciens camarades a une fois de plus sauvé Philby. C'est alors qu'en 1962, une ancienne cadre de Marks & Spencer du nom de Flora Solomon transmet des informations au service secret britannique. Dans les années 30, Philby avait essayé de la recruter pour la mettre au service des renseignements soviétiques. Et donc, en 1962, elle se manifeste et informe le MI5. C'est ainsi que le MI5 obtient les preuves nécessaires pour enfin coincer Philby.
1963. Kim Philby est un homme libre et vit à Beyrouth, capitale du Liban. Philby est posté à Beyrouth en tant que journaliste et il travaille officieusement pour le MI6. Mais les renseignements britanniques ont enfin la preuve que Philby est un espion au service des Russes. Pour un homme en particulier, cette trahison est très personnelle. Nicholas Elliott a été anéanti de découvrir que son ami le plus proche lui mentait depuis tout ce temps. Elliott finit par être envoyé à Beyrouth pour faire face à Kim Philby, son vieil ami. Elliott n'informe pas Philby qu'il est arrivé à Beyrouth. L'appartement dans lequel il loge pour son séjour a été équipé de micros. Il charge un collègue de faire venir Philby chez lui. Kim Philby a frappé à la porte et qui a ouvert? Nicholas Elliott. Et Kim Philby a dit « Tiens, je me doutais que ce serait toi. » Est-ce que ça veut dire que Kim Philby avait été prévenu? Elliott a dit « La partie est terminée. Je t'ai toujours fait confiance. Mais maintenant, je sais que tu es un traître. Je suis ici pour te faire une offre. Si tu n'avoues pas, on te confisquera ton passeport. On s'assurera qu'aucune banque ne veuille de toi. Ta vie sera finie. » Ce qui se déroule là, c'est un vrai combat à main nue, sous des dehors de conversations civilisées. Elliott essaie de pousser Philby à tout avouer, et Philby, lui, essaie de comprendre quelles sont les infos qu'Elliott a sur lui et si sa véritable obédience a été découverte. Philby repart et revient le lendemain avec un début d'aveu. Les aveux n'étaient que partiels, mais suffisamment explicites pour convaincre Elliott que Philby allait se rendre. De là, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Nicholas Elliott a quitté Beyrouth, laissant en fait Philby sans véritable surveillance. Philby a appelé chez lui pour dire à sa femme qu'il aurait un peu de retard, et il n'est jamais rentré. Il s'est rendu sur les quais et il est monté à bord d'un cargo soviétique qui a quitté Beyrouth ce soir-là, en direction de la Russie. On se pose la question, est-ce qu'Elliott était idiot ou est-ce qu'il a tenté de prévenir son ami? Mon avis personnel sur la question, c'est que certaines personnes voulaient pousser Philby à partir pour la Russie aussi vite que possible. Il a dû dire en gros, Kim, tu vas te faire coincer. Fais ce que tu as à faire. Plutôt qu'on se retrouve tous confrontés à un procès sur la place publique. Un procès qui sera forcément très intrusif et au bout du compte, très humiliant. J'en ai beaucoup discuté avec Elliott. Et je ne crois pas à cette théorie du coup monté pour permettre à Philby de s'en aller. Philby ne voulait pas aller à Moscou. Oui, il s'était battu pour Moscou toute sa vie. Il avait trahi l'Angleterre pour Moscou. Mais la dernière chose qu'il souhaitait, c'est aller y vivre. Donc, je doute que c'était un choix réfléchi. On ne saura jamais vraiment. Est-ce que c'était de l'incompétence ou bien un coup monté? Ou est-ce que la réponse, comme c'est souvent le cas, se trouve entre les deux? À Moscou, j'ai rencontré Philby. Se retrouver dans une ville étrangère, alors qu'il ne parlait même pas russe d'ailleurs, c'est difficile. C'est une situation très difficile. Et il s'est senti seul, je crois, très seul quand il est arrivé. On raconte de Kim Philby que pendant son exil à Moscou, il demandait des exemplaires du journal The Times, qu'il les repassait, qu'il s'asseyait et qu'il lisait à haute voix les résultats de matchs de cricket qui s'étaient déroulés des mois auparavant.
À Moscou, j'ai développé une amitié avec un journaliste britannique. Un soir, on est allé voir le ballet du Bolchoï et à un moment donné, il a dit « Regarde, c'est Kim Philby ». Il n'avait pas l'air en forme. Il avait les symptômes physiques de la dépendance à l'alcool. Les yeux rouges, un visage bouffi. Je lui ai serré la main quand on m'a présenté à lui. Mais dès que je suis rentré chez moi, je me suis lavé les mains parce que j'avais l'impression d'avoir été sali. Avec l'installation de Philby à Moscou, lui et Donald Maclean se retrouvent à nouveau réunis. Ironie du sort, Philby trahira son ami traître en couchant avec sa femme. Mais si 3 des espions de Cambridge ont trouvé refuge à Moscou, un autre est encore en liberté à Londres. Sir Anthony Blunt est devenu l'un des historiens de l'art les plus éminents de Grande-Bretagne. Blunt est devenu le conservateur de la reine Elisabeth au palais de Buckingham. Difficile d'être plus au cœur de l'établissement britannique. Mais en 1963, un riche Américain du nom de Michael Straight explique aux autorités qu'Anthony Blunt avait essayé de le recruter à Cambridge. Le MI5 refusait l'humiliation d'un autre scandale. Ils se sont adressés à Blunt et lui ont dit « En échange de vos aveux, on vous offre votre immunité contre toute poursuite. » Blunt s'est servi un verre de whisky et a dit « Oui, j'avoue. » La reine en a été informée, mais Blunt a continué sa vie comme avant. Il est resté conservateur des collections de la reine. Il a continué de la fréquenter. Pour moi, cet accord d'immunité était une disgrâce. C'était un arrangement minable. C'était honteux de permettre à l'ordre établi de glisser cette chose infâme sous le tapis. Mais évidemment, un jour, elle a fini par ressortir. Professor Blunt has admitted that he was recruited for Russian intelligence when he was at Cambridge before the war. En 1979, la nouvelle première ministre, Margaret Thatcher, dénonce Blunt à la Chambre des communes. On entendra Thatcher dire après coup « Celle-là, il ne l'a pas volée ». After 1964, you were still working with and for the royal family. How did you reconcile that with the fact that you are a traitor? I felt that I'd been given a job to do, and I felt I could go on doing it for the Royal Collection. How do you feel about being called a traitor now? I can't deny it. Do you feel like a traitor? Do you feel you have betrayed Britain? I feel that I haven't betrayed my conscience. Ce haussement d'épaule, à la mention du mot « traître », il dit qu'il n'a pas trahi sa conscience, mais il ne fait pas vraiment face aux conséquences de cette loyauté-là. On lui a juste enlevé son titre de chevalier. Cet homme qui avait espionné et trahi sa patrie pour le compte des Soviétiques a simplement été rétrogradé au rang d'homme normal. Aberrant. 4 ans plus tard, Blunt meurt d'une crise cardiaque. 3 semaines plus tôt, à Moscou, Donald Maclean succombe à un cancer. Et en 1988, après des décennies d'alcoolisme, Kim Philby meurt à Moscou. Philby avait toujours cru que le communisme finirait par triompher. Mais à peine 18 mois après sa mort, le mur de Berlin tombe. Et le communisme soviétique tombe avec lui. Les espions de Cambridge ont fait énormément de dégâts. Je ne crois pas que de toute l'histoire du Royaume-Uni, il y ait eu un réseau d'espionnage qui se soit insinué avec tant de succès jusque dans les strates les plus hautes de la société britannique. Ce que Philby et les autres ont fait, c'est quelque chose d'impardonnable.
Dans le panthéon de la trahison, je mettrai Kim Philby en haut du podium. Évidemment, pour nous, il fait partie des héros. Il a fait la fierté de la Russie. À plein d'égards, c'est une histoire tragique. Ces hommes-là, dès leur plus jeune âge, étaient convaincus de faire le bien. En fait, leur vie était un enchaînement de compromissions. L'histoire a tendance à se répéter. Les gens parlent de nouvelle guerre froide pour qualifier la menace russe actuelle. Et ça pourrait mal tourner à nouveau en fonction de l'issue de la guerre en Ukraine. Ce serait une énorme erreur de notre part de sous-estimer la nature de l'espionnage russe à l'heure actuelle. Les jeux d'espionnage continuent, c'est aussi féroce que ça l'a toujours été. Le groupe de Cambridge est le plus gros acte de trahison connu de l'histoire britannique. Mais qu'est-ce qui aurait pu se passer d'autre qu'on n'aurait jamais découvert? On ne le saura jamais.